troisième et dernière partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la violence, ou du moins au décryptage des violences xénophobes en Afrique du Sud. César Beng, je l'ai dit, le président Cyril Ramaphosa a promis ce jeudi 25 juin 2026, mettre tout en œuvre pour protéger les étrangers vivant en Afrique du Sud. Donc il avait les moyens de mettre tout en œuvre pour protéger les étrangers. Oui, en fait, bon. Je veux dire, il était temps. Oui, de toute manière, c'est ce qu'il déclare. Il déclare que, bon, en fait, il condamne la xénophobie, mais on a fait un peu le tour de la question. Le problème, c'est qu'il y a le rapport de force politique, il y a l'engagement des présidents, des différents présidents sud-africains dans la définition des politiques économiques efficaces pour lutter contre la pauvreté. Enfin, on a fait le tour de la question. Donc aujourd'hui, je pense qu'à mon avis, pour en sortir, il faut quoi? C'est ça qu'il faut voir maintenant. Il faut d'abord, à mon avis, pour sanctionner, il faut renforcer l'application de la loi. Le gouvernement sud-africain doit punir tous les actes de xénophobie. C'est la première chose. Il faut réaffirmer l'application de la loi et les sanctions qui y vont avec. Mieux protéger les victimes et les réfugiés. Deuxième élément, c'est des actes forts. Lutter contre l'impunité. Ça dépend du gouvernement sud-africain. Ce n'est pas de la philosophie. Il faut lutter contre l'impunité, il faut avoir des actes concrets. Ensuite, quand vous dites lutter contre l'impunité, vous parlez de... les gens qui se font justice, oui, soi-même. Ceux qui cassent, c'est bien ça. Vous parlez des casseurs. Oui, non, mais je dis des gens qui sont contrôlés, qui sont massacrés, etc. D'accord. Dans ce sens-là. Oui. Et qui font des actes de xénophobie. Bien sûr, c'est eux qu'il faut, bien sûr, c'est eux qu'il faut sanctionner sévèrement. C'est déjà dans le chapitre de comment on fait. Parce que là, on a balayé. Bien sûr, comment on fait, bien sûr. On a identifié les problèmes. Sanctionner sévèrement les casseurs. Donc, je pense que c'est ça d'abord. Ça dépend, bien sûr. Ça dépend du gouvernement sud-africain, de ses responsabilités. Troisièmement, c'est la responsabilité du gouvernement sud-africain de mettre des politiques qui luttent, et il l'a dit tout à l'heure, des politiques qui luttent contre les inégalités économiques. Oui. Ça, c'est des éléments qui amènent des réponses concrètes pour essayer d'améliorer la situation de ses concitoyens. Donc, cinquièmement, combattre, attention, parce que là, on est dans les sanctions, c'est pour ça que je l'ai dit, c'est combattre les discours de haine. Il y a les discours des extrémistes zoulous, important, il y a les discours des extrémistes d'extrême droite, etc. Il faut poser des actes, il faut condamner ça sévèrement. Ensuite, à mon avis, c'est pas tout. Il faut que les médias sud-africains, les leaders politiques et tout le reste montent au créneau. C'est un ensemble. Les journalistes, ils doivent dénoncer, si les Sud-Africains doivent dénoncer ces actes de manière efficace. Donc vous voyez bien. Donc là, je liste un peu, mais c'est pas tout. J'ai dit tout à l'heure, et qu'il faudra des modules pour apprendre l'histoire. C'est-à-dire apprendre l'histoire des migrations, par exemple. C'est vachement important. Et enfin, pour moi, il faudra organiser les campagnes pour déconstruire les préjugés, en fait, contre les étrangers. Ça dépend aussi du gouvernement sud-africain. Ouais. Et enfin, il faudrait favoriser un dialogue communautaire et des espaces de dialogue dans lesquels les habitants locaux sud-africains avec les étrangers peuvent échanger. Et enfin, promouvoir la solidarité et protéger les immigrants et les réfugiés en Afrique du Sud. Voilà, pour moi, les solutions pratiques qui dépendent du gouvernement sud-africain qui peuvent mettre ça immédiatement en place. Brice Nzamba, c'est très intéressant ce que dit César Beng, mais le problème est encore plus profond. Heureusement que certains États du continent commencent par prendre conscience et adoptent des législations favorables à l'intégration continentale. Journaliste, je me rends à Johannesburg pour couvrir un sommet des assemblées annuelles de la BAD. À l'aéroport de Johannesburg, africain, noir donc, vous êtes pris à partir d'une certaine manière. On vous parle avec mépris. Vous avez quel passeport? Heureusement, disons ça comme ça, je suis un passeport qui n'est pas africain. Et là, le traitement change. Ah, mais vous n'avez pas besoin de visa pour aller ici. Vous voyez tout de suite que le traitement change. Les autres Africains, c'est la croix et la bannière. Et là, je vois ça tout triste. J'observe et je dis, mais pourquoi un Africain, d'abord, a-t-il besoin de visa pour aller en Afrique du Sud quand pratiquement tous les pays de l'Union européenne sont exemptés de visa?
C'est-à-dire que excusez-moi, un clochard allemand, français et britannique peut aller sans visa en Afrique du Sud. Un délinquant français, allemand, britannique, hollandais, tout ce qu'on veut, peut aller en Afrique du Sud sans problème. Mais Dangote a besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. L'homme d'affaires camerounais, César Beng a besoin de visa. Vous avez besoin de visa pour aller en Afrique du Sud. Mais n'importe qui, n'importe quel Européen peut aller en Afrique du Sud sans visa. C'est pas scandaleux? Alors, moi, je dirais que si on pense immédiatement, on va dire que c'est scandaleux. Mais il faut approfondir pour comprendre les raisons qui gouvernent de telles attitudes. Voilà, parce que le gouvernement sud-africain part du principe que les ressortissants européens qui arrivent en Afrique du Sud sont des potentiels investisseurs. C'est un préjugé. C'est un préjugé. Voilà, parce que à la vérité, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Et ils partent du principe encore un préjugé, que les ressortissants africains qui viennent en Afrique du Sud sont plus des poids que des éléments de nature à élever le niveau économique de l'Afrique du Sud. Encore un préjugé. Vous voyez? Donc, ça m'emmène à dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la seule circonstance d'être africain ne suffit pas. Voilà, pour considérer l'autre comme étant un frère. Voilà. C'est-à-dire que c'est parce que la fraternité des peuples entre eux ou d'un peuple entre lui-même se construit politiquement. Voilà. Il faut construire ça politiquement. Donc, il faut travailler l'intégration africaine à travers des lois, mais pas que des lois. Ça a été dit déjà ici. Le système éducatif doit suivre. Il faut montrer aux gens que, au-delà de certaines différences qu'on peut avoir, il y a un socle commun de la culture africaine. Voilà, il y a une histoire. On a connu des empires, et les peuples se sont entrelacés. Vous avez le peuple bantou, il est un peu partout sur l'Afrique. Voilà, en Afrique. Donc, du coup, il y a le système éducatif qu'il faut revoir. Il faut que les hommes politiques puissent récupérer cet élan-là pour procéder à une intégration africaine. Et vous l'avez dit, notamment avec le problème des visas qu'il faut enlever. Qui n'a pas de sens. Mais en fait, si on enlève les visas, mais qu'on n'a pas préparé les populations sur le plan moral et intellectuel à l'accueil des étrangers africains, ça n'aura pas d'impact. Parce que à quoi ça me sert d'arriver en Afrique du Sud sans visa si par la suite je suis victime de manifestations xénophobes? Ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut que tout soit lié. Ça a été dit aussi. Il faut que ça soit global. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait des hommes politiques africains qui se saisissent de l'intégration africaine d'une part, et d'autre part, pour rendre cette intégration africaine-là effective, il faut que le travail éducatif soit fait aussi auprès des populations. Donc il y a ça. Donc pour revenir aux manifestations xénophobes, moi je pense que c'est une mauvaise réponse à un problème qui est réel. Voilà, c'est les manifestations de xénophobie, c'est une mauvaise réponse à un problème réel qui a été soulevé ici, qui est un problème de distribution économique, c'est tout. Voilà. Donc nous sommes en train d'envisager les solutions. Cyril Ramaphosa a promis mettre tout en œuvre effectivement pour protéger les étrangers, enfin tous ceux qui vivent en Afrique du Sud. Je fais remarquer que les étrangers français, chinois, britanniques n'ont pas le même problème. Et même les Bangladais ou les Pakistanais. Oui, ils n'ont pas les Indiens, ils n'ont pas ce problème. Non, c'est seulement les autres Africains. Et Claude Wilfried et Kangaka, au fond, on parle de la ZLECAf, zone de libre-échange continental. Et je comprends pas. Ça ressemble à beaucoup d'institutions continentales qui n'existent que sur le papier, mais qui pêchent dans les faits. Pour qu'il y ait libre-échange, le libre-échange est facilité par la libre circulation des personnes. Bien sûr. Eh bien, nous vivons dans l'espace Schengen en Europe. Je suis très à l'aise quand je prends un TGV entre Paris et Francfort. C'est la même monnaie. Ils ont même adapté les trains pour que les systèmes d'alimentation électrique, que le train s'adapte aux différents. Oui, sans interruption. Électriques, sans que tu ne consommes sans arrêt. Traverse la frontière. Tant que ces données-là ne sont pas une réalité en Afrique, on va toujours être dans le superflu et le décoratif pendant que le réel se fait y attendre. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que oui, c'est vrai qu'on peut déplorer certaines subventions supprimées aux ONG, mais finalement ce n'est que 200 millions de dollars. Même si c'est quand même 200 millions de dollars, on peut se demander comment un État aussi puissant que l'Afrique du Sud a forcément besoin d'une subvention de 200 millions de dollars et ne peut pas y subvenir soi-même. Même si évidemment parmi les sanctions américaines il y avait autre chose
choses, notamment les Bien barrières sûr, douanières, bien sûr. etc. Donc, en fait, effectivement, il y a énormément de choses à réaliser pour que la libre circulation soit effective. Vous avez évoqué les volontés affirmées de Ramaphosa de mettre un terme à tout ça, mais la vraie question, c'est comment ça se fait que ça se reproduise d'ailleurs. Monsieur Samba a évoqué les événements de 2008, puis les événements de 2015. Oui. Là, ça a ressurgi en Puis 2018. 2019. Oui, et évidemment, ça va ressurgir en 2034. Et Oui. le prochain président va expliquer que il va faire la lumière sur cette affaire. Et en fait, on constate en fait qu'il semble régner une sorte de volonté de bouc émissarisation de la part du pouvoir politique qui se dédouane, puisque les étrangers sont ciblés comme l'origine du problème. Pour le pouvoir politique, c'est tout bénef, comme on dirait. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la cause, ce sont les étrangers. On a mis des emplois, on a mis un cadre qui vous permet de subvenir à vos besoins, mais bon, les étrangers se sont engouffrés de manière illégale, ils ont pris vos emplois. D'une certaine façon, cela semble arranger, et en fait, le pouvoir politique qui finalement se retrouve embêté par le fait de défendre les étrangers face aux extrêmes droites qui sortent sûr. dessus, Bien en sûr. disant que Bien oui, sûr. c'est les étrangers le problème, et Bien on sait sûr. bien faire des calculs électoraux pour les échéances à venir parce qu'on ne veut pas perdre le pouvoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, le peuple est pris entre deux feux face à une oligarchie économique dans ce pays qui est quand même le second producteur d'or continental à côté du Ghana et qui détient moult ressources comme la quasi-totalité des pays africains d'ailleurs et qui a donc largement de quoi approvisionner tous ses citoyens. Mais le capitalisme, la cupidité, la volonté d'accaparement de la majorité des richesses fait qu'on ne veut pas réformer un système dont on profite. Et finalement, ce sont les principales victimes qui jouent les idiots utiles, permettez-moi l'expression, contre justement d'autres personnes qui Vous avez sont raison, c'est d'autres ça. victimes. Comme ça. Parce que la complexité, encore une fois, de la problématique, c'est que vous avez des gens, des étrangers, qui emploient par exemple 20 Sud-Africains. Ils ont des sociétés, hein. Ils ont un commerce, ils emploient 20 Sud-Africains. On l'expulse sous prétexte qu'il n'a pas de papier. Mais pourquoi vous ne le régularisez pas? Puisqu'il contribue à l'économie locale. Il donne du travail aux gens. On l'expulse, on pille son magasin, et on dit c'est parce qu'il est sans papier. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, mais vous rendez compte si on subissait ça sur un autre continent autre que l'Afrique, comment on aurait réagi? Vous voyez, cet élément me permet de souligner un autre aspect des choses. Et je le dis même dans le livre, c'est la notion de leadership. Pourquoi je dis leadership? En fait, parce que pour résoudre le problème des visas, etc., ce problème, il n'existe pas qu'en Afrique du Sud. Quand vous allez du Cameroun, Oui, on est d'accord. vous avez des visas. Oui, c'est une aberration. C'est une aberration, mais c'est pourquoi? Parce que nous avons hérité d'un système qui a parcellé le continent. Donc, la notion de leadership, elle a deux volets, la notion de leadership. Le premier volet, c'est la vision. Donc, il faut penser continent. Le deuxième élément, le leader, la deuxième notion, c'est manager. Donc, le véritable problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui sortent de ce schéma, hein, et qui disent, voilà, nous, on a par exemple décidé qu'il n'y aura plus de visa dans aucun pays africain. Mais pour ça, il faut passer de la régionalisation, de l'intégration vers le continent tout entier. Mais Oui. pour ça, il faut des leaders politiques. Ça pose quel problème au fond? Il faut les leaders politiques qui sont courageux C'est intéressant. et qui changent la donne. En plus, et je finirai en finissant cette émission par un exemple assez éloquent qu'a donné il n'y a pas très longtemps Stanislas Zézé, par exemple, brillant analyste financier ivoirien. Il dit, on me donne rendez-vous à Yaoundé pour un rendez-vous d'affaires. Il faut que je me déplace tout de suite. Mais il était vers 19h, il fallait prendre le visa. L'ambassade est fermée. Et il dit quelque chose d'intelligent. J'aurais aimé un système où... On prend à l'aéroport. À l'aéroport. Même si c'est $200 que je dois payer, faites-moi payer ça. Mais qu'on ne me dise pas, je ne peux pas voyager parce que l'ambassade est fermée pour me donner le visa. Ça n'a aucun sens. Comment on fait? Simple volonté. Aujourd'hui, le Bénin a supprimé.
Voilà. Mais pas que le Bénin, le Rwanda. Voilà. Et je crois le Togo aussi. Le Congo a le fait- Congo, a c'est fait avec la beaucoup de danse pays. aussi. Oui. Avec beaucoup de pays, je pense que le Congo va évoluer vers une suppression totale C'est pour ça. tous les Africains, parce que je sais que Béninois, Tchadiens, etc. n'ont pas besoin de visa pour aller au Congo. Le Maroc aussi en a supprimé pour beaucoup de pays africains. C'est à ça qu'il faut évoluer, non? Et puis, il y a un autre élément par rapport à ce dossier, c'est que vous avez pendant longtemps, comme nous on appelle les États lilliputiens, enfin en droit international, les petits États, vous avez une manne Ben, bien sûr. qui gère les ambassades africaines Oui. à travers ces taxations. Donc, ce qui fait que Ouais, pendant ça longtemps, génère beaucoup de fonds. beaucoup Les de fonds. visas. Donc, pendant Oui, mais bon. longtemps, non, c'est pas négligé. Pendant Ah oui, oui, longtemps, mais oui, bien sûr. bon, mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est coincé à ce niveau-là. Donc, s'il faut dépasser ça pour avoir un truc continental beaucoup plus harmonieux et qui protège les citoyens africains. D'accord, mais je paie à l'arrivée. C'est déjà un pas. Oui. Oui, mais si on arrive à avoir un leadership Oui. et qu'on décide que tu peux payer à l'aéroport, En et tout on cas- peut même décider que tu ne payes pas du tout. En tout cas, merci d'avoir participé à cet échange. Au moins, quelque chose est gagné. Le 30 juin ne signifie plus rien du tout. Le délai de 30 juin ne signifie plus rien du tout. En tout cas, on n'a plus à craindre pour nos frères africains, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui sont en Afrique du Sud. On va espérer que la situation évolue vers une suppression totale du titre de séjour et de visa et que l'Africain soit partout chez lui en Afrique. Le mot de la fin. Non, je pense que vous avez tout L'essentiel est résumé, dit. Charles. Merci, chers invités, d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour, vous l'avez vu, a été consacré à l'Afrique du Sud. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci. Merci. Thank you.